Février 1944. Le mouillage reculé de Truk Lagoon s'enflamme sous un ciel étouffé par un feu alimenté au pétrole. Des vagues d'avions américains porteurs ont martelé l'avant-poste insulaire, le plus fortifié du Japon, transformant la base navale autrefois intouchable en case flottante. Mais au milieu de la dévastation, plusieurs navires de guerre japonais fuient vers le nord, espérant que la distance et l'obscurité les sauveront. Sur la passerelle du cuirassé rapide USS Iowa, les écrans radars brillent, les chiffres se resserrent, les relèvements changent, une poursuite commence, celle qui mènerait à l'engagement de tirs de surface à la plus longue portée jamais vue. Abonnez-vous. Pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un endroit dans le Pacifique central qui jetait une ombre longue et sombre sur la stratégie alliée. Truk Lagoon. L'Empire japonais le traitait comme un joyau de la couronne. Profondément à l'intérieur de son anneau de récifs, des cuirassés, des croiseurs, des porte-avions, des sous-marins et des centaines de navires de soutien s'abritaient sous d'épaisses défenses naturelles. Il était si vaste que des convois entiers pouvaient se réparer, se ravitailler et se regrouper en secret. Les pilotes s'y entraînaient. Les torpilles y étaient chargées. Les commandants planifiaient des opérations qui feraient saigner les marines américains à travers des chaînes d'îles où l'on peut encore trouver des pierres tombales. Pendant 2 ans, personne n'osa le frapper directement. Les stratèges l'appelaient le Gibraltar du Pacifique, un surnom gagné non par des murs de béton, mais par la géographie. Le lagon était énorme, calme et profond, offrant une protection parfaite contre les mers agitées. Des stations radars, des aérodromes et des batteries anti-aériennes encerclaient l'horizon comme une couronne d'acier. Les Japonais croyaient que l'assaillir de front serait suicidaire. Toute flotte attaquante ferait face à des centaines d'avions, des attaques de torpilles mortelles et des batteries côtières reliées à des artilleurs expérimentés. Même les sous-marins recevaient des réparations à l'intérieur du lagon, en faisant un cœur battant pour leur meute de loups. Les renseignements américains, cependant, s'amélioraient plus rapidement que le Japon ne l'imaginait. Les déchiffreurs de code examinaient les messages interceptés. Les vols de reconnaissance capturaient des images granuleuses montrant les mouvements de navires, les réserves de carburant et les nouvelles constructions. Les analystes ont réalisé une tendance effrayante. Si Truk restait intact, le Japon pourrait remplacer les pertes plus rapidement que les avancées insulaires américaines ne pourraient avoir d'importance. Ce n'était plus seulement une base, c'était un nid de venin, prêt à frapper tout convoi osant s'approcher des Philippines ou des Mariannes. Pourtant, quelque chose d'autre changeait. La doctrine des porte-avions américains mûrissait. Les pilotes revenant de combats brutaux apprenaient à démanteler méthodiquement les défenses ennemies. Les interceptions guidées par radar rendaient les contre-attaques aériennes japonaises moins efficaces. La logistique, le tueur silencieux, favorisait désormais massivement les États-Unis. Début 1944, l'équilibre du Pacifique basculait comme une marée se retournant contre un château de sable. Lorsque les commandants ont reçu des renseignements selon lesquels de grands navires de guerre à l'intérieur de Truk se repositionneraient bientôt, l'opportunité était trop précieuse pour être ignorée. La décision se formant au quartier général américain allait bientôt déchaîner une tempête si féroce que les défenseurs du lagon ne se sont jamais rétablis. Le décor était planté. La forteresse était sur le point de brûler. Pour comprendre pourquoi cette poursuite de surface, près de Truk, a ébranlé les amiraux japonais jusqu'au cœur, vous devez comprendre comment ils croyaient que les batailles navales devaient être menées. Depuis le début des années 1900, leurs dirigeants étudiaient un concept appelé Kaikesan, l'idée d'un affrontement glorieux et décisif de flottes qui déciderait de l'issue d'une guerre. Ils imaginaient des cuirassés se rapprochant à une distance visuelle confortable, échangeant de l'artillerie lourde à portée moyenne, tandis que les destroyers se précipitaient et lançaient des torpilles. C'était une doctrine enracinée dans le courage, la discipline et les télémètres optiques qui nécessitaient des yeux humains pour suivre les silhouettes ennemies à travers la brume, la fumée et l'obscurité. Pendant des décennies, le Japon s'est entraîné obsessionnellement pour ce moment. Les équipages d'artillerie pratiquaient les engagements nocturnes, croyant posséder une discipline inégalée. Les mines navales entraînaient les élèves à valoriser l'esprit combatif au-dessus du calcul mécanique. Tant que 2 flottes opposées réduisaient la distance, le Japon s'attendait à punir tout adversaire assez malchanceux
pour entrer dans la portée des torpilles. Ce n'était pas de l'arrogance. Ils avaient un précédent historique. Leur victoire contre la Russie à la bataille de Tsushima a convaincu des générations que le moral supérieur et le courage pouvaient déterminer le combat naval. Le problème, la technologie n'est pas restée immobile. De l'autre côté de l'océan, les ingénieurs et mathématiciens américains ont commencé à résoudre des problèmes entièrement différents. Au lieu de parier sur la visibilité, ils ont construit des outils capables de voir sans lumière. Des systèmes radars alimentant des ordinateurs analogiques capables de prédire où une cible mobile serait au moment où un obus massif retomberait sur Terre. Pendant ce temps, les planificateurs japonais investissaient à peine dans les tactiques d'engagement à longue portée. Pour eux, tirer au-delà de l'horizon semblait inutile. Les obus nécessitaient des corrections visuelles de chute de tir. Sans yeux sur l'impact, comment pourriez-vous ajuster ? Leur doctrine supposait tranquillement que de telles portées étaient impossibles. Ainsi, les constructeurs navals japonais se sont concentrés sur d'énormes canons, un blindage épais et une supériorité en torpilles, parfait pour les bagarres à distance moyenne. Mais cela laissait un angle mort fatal. Si l'ennemi frappait de au-delà de la vue, aucune quantité de bravoure ne pouvait riposter avec précision. Lorsque les salves guidées par radar américains ont commencé à atterrir sur des navires de guerre, en fuite début 1944, les équipages japonais étaient stupéfaits. Leurs télémètres pouvaient à peine voir de la fumée à l'horizon. Leurs torpilles se précipitaient vers l'océan vide. Aucun guetteur humain ne pouvait corriger les arcs balistiques qui montaient à des kilomètres dans le ciel. La doctrine a rencontré les mathématiques, et les mathématiques ont gagné. Pour la première fois, les officiers japonais ont entrevu une vérité terrifiante. Le champ de bataille s'était élargi au-delà des sens humains, et ils n'étaient pas prêts à se battre dans cet avenir. Alors que les officiers japonais plaçaient encore leur foi dans l'optique et l'instinct, les cuirassés américains transportaient tranquillement quelque chose que le monde n'avait jamais vraiment vu au combat, un esprit mécanique. Monté haut sur les navires de classe Iowa se trouvait le radar de contrôle de tir Mark 8, une antenne rotative en forme de boîte qui pouvait détecter les navires ennemis bien avant que les yeux humains ne puissent percer la brume marine. Chaque balayage envoyait des impulsions rebondissant sur la surface de l'océan, renvoyant des mesures précises de relèvement, de distance et de vitesse. Il ne clignait pas des yeux, il ne transpirait pas et il n'avait pas besoin de la lumière du soleil. Mais le radar seul n'était pas la révolution. La véritable merveille se cachait plus profondément à l'intérieur du navire. Le télémètre, cet ordinateur analogique, un labyrinthe d'engrenages, de cames, de disques rotatifs et d'entrées gyroscopiques, effectuait des mathématiques balistiques en continu. Il considérait des dizaines de variables en même temps, non seulement où se trouvait un navire ennemi, mais où il serait lorsqu'une bordée de 1250 kg finirait par s'écraser une minute plus tard. Il compensait le virage du navire tirant, le vent, la dérive, l'humidité et même la fatigue du canon. Les ingénieurs plaisantaient en disant qu'ils calculaient tout, sauf la prière. Les opérateurs introduisaient les données radar dans le télémètre et la machine crachait des solutions de tir avec une précision froide. Les engrenages d'élévation faisaient pivoter les énormes fusils de 40 cm. Les tourelles s'alignaient comme des prédateurs mécaniques. Lorsque l'ordre arrivait, le navire ne devinait pas. Il exécutait. Pendant ce temps, les officiers d'artillerie japonais se tenaient toujours derrière des viseurs optiques, ajustant la portée en fonction des éclaboussures. Si la fumée obscurcissait l'horizon, leur précision s'effondrait. Si la pluie brouillait les lentilles, les chiffres devenaient sans signification. À portée extrême, les silhouettes ennemies s'enfonçaient sous la courbure de la Terre elle-même. Sans radar, les corrections de chute de tir devenaient un espoir éduqué. Ils combattaient la physique avec des jumelles. La conception de la classe Iowa était construite autour de ce système. Les directeurs de contrôle de tir, au sommet de la superstructure, fournissaient des mises à jour constantes à l'ordinateur. Sous les ponts, les marins écoutaient les variations subtiles du bourdonnement de la machine, lui faisant entièrement confiance. Lorsque les obus quittèrent le canon, personne ne les regardait décrire un arc au-delà du ciel bleu. Ils attendaient simplement que les échos de retour radar confirment les schémas d'impact. C'était une guerre effroyablement impersonnelle par calcul. Ce n'était pas du courage mesuré en air d'acier. C'était la géométrie, la chimie et le génie mécanique travaillant en harmonie. Les équipages japonais, qui s'entraînaient autrefois à lire les éclaboussures à travers des télescopes, faisaient soudainement face à des salves arrivant
de navires qu'ils ne pouvaient même pas voir. Leur doctrine n'avait pas de réponse. Si vous ne pouvez pas observer un tir, vous ne pouvez pas corriger la visée. Si vous ne pouvez pas corriger la visée, vous gaspillez simplement des munitions. À ce moment-là, les cuirassés américains ont franchi un seuil. Ils sont devenus des armes qui n'étaient ni les plus limitées par la vue humaine. Et le 17 février 1944, les navires japonais en fuite allaient apprendre cette leçon une salve déchirante à la fois. Alors que Truk Lagoon exposait derrière eux, une petite formation de navires de guerre japonais s'est glissée tranquillement vers le Pacifique ouvert. Leurs commandants ont senti le destin bien avant que le premier bombardier en piqué américain ne hurle au-dessus de leur tête. Les navires ancrés étaient des pièges mortels. Les réservoirs de carburant, les magasins de munitions et les compartiments de couchage serrés signifiaient qu'une bombe précise pouvait éviscérer un croiseur en quelques secondes. Ainsi, sous des cieux d'avant-aube sombres, le croiseur léger Katori, accompagné de destroyers et d'un navire de transport auxiliaire, a fait une course désespérée vers le nord. Leur espoir était simple, distancer l'attention américaine. Sur le papier, cette évasion semblait possible. Les destroyers étaient rapides, capables de pousser dans la gamme de 35 nœuds. Le croiseur Katori, bien qu'endommagé par des frappes aériennes antérieures, avait encore assez de vie pour boiter vers le nord à plus de 20 nœuds. L'obscurité et la distance offraient leur seul bouclier. Les officiers japonais priaient pour que les porte-avions américains se fixent sur les navires en feu à l'intérieur du lagon, plutôt que sur une poignée de silhouettes fonçant vers la sécurité. Mais les pilotes de reconnaissance américains étaient implacables. Les avions de patrouille du porte-avions léger Coppens ont repéré la colonne en fuite d'en haut. De leur altitude, les traînées de fumée et les schémas de sillage se détachaient clairement contre l'océan bleu profond. Les opérateurs radio ont transmis le relèvement, la vitesse et le cap directement à l'amiral Spruance. Il avait maintenant deux choix. Laisser les avions les poursuivre jusqu'à ce que le carburant devienne un problème, ou engager des navires de surface qui n'avaient pas encore tiré un coup de feu ce jour-là. Spruance a choisi le second. Il a rapidement assemblé un groupe de poursuite construit autour de deux des cuirassés les plus puissants à flot, l'USS Iowa et l'USS New Jersey. Avec eux venaient les croiseurs lourds Minneapolis et New Orleans, plus des destroyers blindés prêts à contrer les menaces de torpilles. Et contrairement aux navires japonais, ce groupe américain pouvait maintenir plus de 30 nœuds sans forcer la machinerie. À pleine vitesse, les vagues d'étrave tonnaient vers l'avant comme des ailes blanches. La poursuite était lancée. Des heures plus tard, les opérateurs radars à bord de l'Iowa ont détecté de faibles retours d'encens à l'extrême bord de leurs écrans. Des points trop éloignés pour que n'importe quel guetteur puisse les voir. La voix de l'opérateur résonnait dans les circuits de communication du navire. 4 contacts, se rapprochant lentement. L'équipe de traçage s'est mise au travail, marquant les routes avec des crayons gras sur des tableaux de traçage transparents. Trajectoire, arc de tir, mouvement prédit, tout alimenté dans le cœur du cerveau mécanique du cuirassé. Pendant ce temps, à bord des navires japonais, l'anxiété se resserrait comme un fil. Leurs commandants savaient qu'ils étaient chassés. Les guetteurs fixaient la brume jusqu'à ce que leurs yeux brûlent. Les opérateurs radio interceptaient des fragments de communication américaine. Ils pouvaient entendre les loups se rassembler. En début d'après-midi, le groupe de travail américain a raccourci la distance de façon spectaculaire. L'horizon miroitait de chaleur, mais sur les écrans radars, l'ennemi était net et impitoyable. Ce n'était plus une évasion lente, c'était une course contre l'inévitable. Les hommes à bord du Katori regardaient leur sillage écumer violemment derrière eux. Ils savaient que la doctrine japonaise n'offrait aucun réconfort à une telle portée extrême. Dans leur carte de passerelle, cette distance appartenait à la théorie, pas à la bataille. Ils étaient à court de temps, à court de fortune et bientôt à court de couverture. Derrière eux, Truk Lagoon brûlait encore. Devant eux, les canons américains attendaient patiemment et l'océan n'offrait aucune cachette. En début d'après-midi, les positions étaient établies. À bord de l'USS Iowa, les équipes de tourelles se sont arc-boutées derrière des cloisons blindées, alors que les officiers transmettaient l'ordre de tir par des échelles d'acier et des tubes acoustiques. Au plus profond du navire, les stacks de poudre étaient soulevés comme un fardeau sacré. 6 charges de soie pour chaque énorme fusil de 40 cm, manipulé avec un niveau de respect
confinant au rituel. Si une seule étincelle embrassait la poudre, la tourelle entière pouvait disparaître en un instant. Chaque membre d'équipage le savait. En haut, dans le directeur de contrôle de tir, les opérateurs ne regardaient pas à travers des lentilles de verre, mais dans le balayage régulier de l'affichage radar Mark 8. Ils regardaient le Katori en fuite ramper sur une grille de coordonnées comme un fantôme tiré dans un piège. Distance 32 000 yards. C'était au-delà de la vision humaine directe. À l'œil nu, l'ennemi n'existait pas, mais le cerveau mécanique sous les ponts savait mieux. Lorsque l'ordre est venu, commençait le tir. L'Iowa a déchaîné sa salve d'ouverture. 3 canons ont rugi de la tourelle centrale, chaque projectile plus lourd qu'un petit moteur d'automobile. Le navire s'est incliné sur le côté sous l'onde de choc et l'équipage du pont s'est instinctivement baissé de la surpression brutale. Les boucliers anti-souffle ont vibré et la peinture s'est cloquée de chaleur. Une colonne roulante de fumée et de flammes s'est enroulée sur le pont et a dérivé dans le ciel comme un nuage d'orage. Pendant près d'1 minute complète, l'océan était à nouveau silencieux. Puis à l'horizon lointain, un geyser d'eau de mer a jailli à côté du Katori, un quasi manqué. Le radar a mesuré l'éclaboussure instantanément, alimentant les corrections au télémètre. La machine a cliqué et marmonné comme un animal irrité. Une deuxième salve a tonné. Cette fois, les obus se sont rapprochés, encadrant le croiseur avec des jets imposants qui ont secoué sa coque. Les artilleurs japonais ont balancé leurs canons désespérément, mais les viseurs optiques ont refusé de se verrouiller sur quoi que ce soit d'autre que la brume. Leur télémètre ne pouvait pas résoudre les angles cachés par la courbure de la Terre. À bord du Katori, les officiers criaient des ordres par-dessus le rugissement des conduites de vapeur rompues. La fumée piquait les yeux. Les membres d'équipage couraient sur des ponts glissants de carburant. Ils ont riposté, plus par défi que par espoir. Leurs obus de 12 cm décrivaient un arc inutilement vers une forme qu'ils ne pouvaient pas confirmer. Puis est venue la 3e salve. Un obus s'est écrasé dans la superstructure centrale du Katori, détonnant avec une violence concussive. Les éclats d'obus ont tranché à travers les cloisons d'acier, déchiquetant les compartiments comme du papier de soie. Les incendies ont immédiatement pris vie, alimentés par des conduites de carburant rompues. Les communications ont disparu. La passerelle a clignoté avec des lumières d'urgence. À ce moment-là, les marins japonais ont réalisé quelque chose d'horrible. L'ennemi n'avait pas besoin de les voir. Des yeux invisibles guidaient des mathématiques invisibles. Et l'océan autour d'eux semblait soudainement beaucoup plus petit. Sous la tempête soudaine d'explosion, l'état du Katori se détériorait à chaque seconde. Le capitaine du croiseur, un vétéran de décennies en mer, se tenait ferme sur sa passerelle, qui s'effondrait, émettant des ordres calmes à travers des fumées étouffantes. Les équipes de contrôle des dégâts se sont précipitées sous les ponts, traînant des tuyaux, scellant des écoutilles et essayant d'affamer les incendies déchaînés. La vapeur sifflait à travers les tuyaux rompus. Les cloisons gémissaient alors que la chaleur déformait l'acier. Chaque minute comptait. Voyant leur navire amiral en détresse, le destroyer Maikaz s'est fermé dans la ligne de tir, comme un chien de garde loyal. Son capitaine comprenait qu'il ne pouvait pas gagner, mais il pourrait ralentir l'arrivée de la mort. Il a mis les moteurs à pleine vitesse, déposant une épaisse fumée à la surface de l'océan, un rideau désespéré destiné à briser la solution de tir américaine. Sur sa passerelle, les officiers ont serré les mâchoires le feu et préparé les torpilles. Peut-être, juste peut-être, un coup pourrait punir les chasseurs. Le radar américain voyait à travers la fumée. Alors que Mutsuki filait devant la proue de l'Iowa, les croiseurs lourds New Orleans et Minneapolis ont ouvert le feu. Leurs obus de 8 pouces, plus petits mais plus rapides, ont cousu une ligne de feu à travers la superstructure du destroyer. Les membres d'équipage ont tressailli alors que des éclats d'acier déchiraient des compartiments pas plus grands que des placards à balais. À travers la fumée, les guetteurs japonais ont vu des éclairs orange bien au-delà de l'horizon, chaque éclair marquant une autre salve américaine arrivant. Pourtant, Mutsuki refusait de rompre. Avec ses tubes lance-torpilles alignés, elle a lancé un éventail d'armes mortelles à longue portée dans la houle du Pacifique. Ce n'était pas des jouets. Les torpilles à longue lance pouvaient éventrer un cuirassé. Pendant un moment, chaque battement de cœur à bord des navires américains s'est arrêté. Mais même là, la technologie a fait pencher la balance. Les avions en altitude tournaient comme des faucons, repérant les sillages des torpilles, relayant les corrections par radio. Le New Jersey s'est légèrement incliné à tribord.
sa proue se dégageant des traînées chatoyantes. Les armes sont passées sans danger dans l'écume. Puis la marée est devenue cruelle. Une bordée parfaitement chronométrée a déchiré la coque de Mutsuki, perçant un cratère brûlant comme une fournaise à travers les ponts empilés de munitions. Ces soutes se sont enflammées avec un son comme si la terre se fendait. Le destroyer s'est plié, fissuré et s'est cassé en deux. Les marins qui ont sauté par-dessus bord se sont retrouvés entourés de flammes flottantes. De retour à bord du Chokai, la survie s'est évaporée. Les impacts d'obus ont ouvert ces espaces moteurs. L'alimentation est morte. Les pompes se sont arrêtées. Sans propulsion, la suppression des incendies s'est effondrée. Le croiseur a roulé, gitant fortement à bâbord alors que les compartiments se remplissaient trop rapidement pour être contrôlés. Les canons américains n'ont montré aucune pitié. C'était une guerre sans témoin. Lorsque l'ordre d'abandonner le navire a finalement résonné dans les couloirs mourants, de nombreux marins japonais ont refusé. L'endoctrinement culturel leur enseignait que la mort était honorable. La reddition était la honte. Certains serraient des fusils même dans l'eau. Lorsque les destroyers américains se sont approchés pour secourir les survivants, ils ont été accueillis par des lames et des poings. Les marins horrifiés se sont retirés. La mer a réclamé jusqu'au dernier homme. Dans des moments comme celui-ci, la technologie n'était pas seulement un avantage. C'était la gravité. Une attraction irrésistible que l'entraînement, la bravoure et le sacrifice ne pouvaient échapper. Avec le Chokai brûlant derrière eux et Mutsuki disparu dans un éclair violent, un seul grand navire de guerre japonais avait encore une chance de s'échapper, le destroyer Nowaki. Plus petit, plus léger et bien plus rapide que n'importe quel cuirassé, il a tout versé dans ses moteurs. Sa poupe a baratté de l'écume blanche alors qu'il grimpait à plus de 35 nœuds, sprintant vers le nord vers les grains de pluie qui se profilaient à l'horizon. À l'intérieur de ces salles des machines, les marins pelletaient du carburant avec une urgence frénétique. Un seul faux pas signifiait des brûlures à la vapeur ou pire. Mais l'Iowa et le New Jersey ont refusé de la laisser partir tranquillement. Leurs fusils de Mastiff se sont élevés à leurs angles les plus élevés, lançant des obus dans le ciel sur des trajectoires qui semblaient impossibles à l'œil humain. Quelques minutes plus tard, des tours d'océan ont éclaté autour du destroyer en fuite. Même sans coup de direct, les fragments ont explosé à travers sa superstructure, blessant des hommes et arrachant les antennes. Les artilleurs à bord de Nowaki ont riposté aveuglément, plus par devoir que par espoir. Le radar américain a tracé chaque éclaboussure, ajustant la visée avec une précision mécanique. Puis vint le moment dont les historiens parlent encore. Une salve a atterri si près qu'elle a chevauché Nowaki à plus de 35 000 yards, plus de 21 miles de distance. Aucun cuirassé n'avait jamais marqué un chevauchement à une telle portée au combat. L'océan lui-même semblait frissonner. C'était comme si l'horizon tendait la main et frappait un insecte en fuite. Puis les nuages et les pluies ont englouti le destroyer entier. Les retours radars se sont estompés dans le bruit. La vitesse l'a sauvée là où le blindage ne le pouvait pas. Elle a disparu dans la tempête, boitant, battue et terrifiée. Sur les ponts américains, personne n'a applaudi. Ils ont simplement enregistré la portée, confirmé les échos radars et se sont préparés à tourner vers le sud. Le message était déjà écrit dans la fumée. La distance ne protégeait plus la marine impériale. La ligne entre chasseurs et chassés avait été effacée, et même les navires au-delà de la vue humaine n'étaient plus au-delà de la portée américaine. Alors que les derniers échos des tirs d'artillerie s'estompaient à travers le Pacifique, la signification plus profonde de l'engagement a commencé à se déposer comme de la cendre. Pendant des décennies, la stratégie navale japonaise tournait autour d'une seule vision glorieuse. Un affrontement décisif à distance gérable où les artilleurs qualifiés, les équipages disciplinés et les torpilles dévastatrices briseraient une ligne de bataille ennemie. C'était une croyance enracinée dans l'héritage, la tradition et l'hypothèse que les deux adversaires se battraient dans les limites de la vue humaine. Mais les coups tirés ce jour-là ont prouvé quelque chose de terrifiant. La guerre avait tranquillement évolué au-delà de la portée des jumelles et de l'instinct. La précision guidée par radar a enchaîné les mathématiques à la poudre à canon, permettant aux cuirassés américains de porter des coups bien avant que l'optique japonaise ne puisse même acquérir une silhouette. Les officiers formés à lire les éclaboussures d'obus se sont soudainement retrouvés avec des outils inutiles. Leurs tactiques soigneusement répétées se sont dissoutes face à un système d'armes qui ne nécessitait aucune confirmation visuelle. De retour à Tokyo, des rapports fragmentés ont dérivé vers le quartier général. Au début,
L'incrédulité a coloré chaque discussion. Comment les obus pouvaient-ils atterrir si précisément à des distances autrefois considérées comme absurdes? Les ingénieurs ont étudié les comptes rendus et ont réalisé que le Japon manquait à la fois de l'équipement et de la capacité industrielle pour reproduire de tels systèmes rapidement. Même si des améliorations étaient possibles, les pénuries de carburant, les usines limitées et les pertes croissantes de convois ont étranglé tout espoir. Pour la première fois, les planificateurs supérieurs ont chuchoté l'impensable. L'esprit combatif ne pouvait pas rapprocher la portée. Le courage ne pouvait pas plier les arcs balistiques. Et des années d'entraînement ne signifiaient rien si l'ennemi vous tuait avant même que vous ne le voyiez. Comme une porte se fermant tranquillement, l'ère du duel traditionnel de cuirassé se terminait. Le radar a brisé des hypothèses si profondément ancrées que le Japon n'a eu aucun temps pour se rétablir. En seulement 90 minutes, la technologie américaine n'a pas seulement coulé des navires, elle a coulé une doctrine. Et quand la doctrine meurt, des empires entiers suivent. Lorsque la fumée s'est dissipée et que le groupe de travail 50.9 s'est retourné vers l'horizon brûlant, quelque chose de subtil et d'étrange s'est attardé sur ces ponts d'acier. L'équipage de l'USS Iowa et de l'USS New Jersey venait de démontrer l'engagement de surface le plus lointain et le plus précis de l'histoire navale. Ils ont prouvé que leurs puissants canons avaient encore une place dans la guerre moderne. Mais en dehors de cette brève fenêtre de tonnerre, rugissant et d'acier tombant, le monde changeait déjà plus vite qu'il ne le réalisait. Les avions porte-avions avaient écrasé Truk avant même l'arrivée des cuirassés. Les escadrilles de chasseurs ont démantelé les défenses aériennes. Les torpilles larguées des nuages ont coulé des transports qu'aucun obus ne pouvait atteindre. Les sous-marins rôdaient dans les voies maritimes, étouffant les lignes de vie du Japon. Le radar ne guidait pas seulement l'artillerie, il guidait des flottes entières. La bataille décisive dont le Japon rêvait s'était tranquillement déplacée vers les cieux. Ironiquement, cette démonstration stupéfiante serait la dernière fois que l'Iowa et le New Jersey tireraient sur des navires de surface pendant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, leur rôle s'est déplacé vers le service d'escorte, le bombardement côtier et les écrans anti-aériens. Leurs immenses fusils sont devenus des symboles plus que des outils, tenant principalement sur les plages et les fortifications plutôt que sur les marines rivales. Les plus grands cuirassés du Japon, construits pour dominer de tels duels, n'échangeraient jamais de bordée avec leurs homologues américains. Au lieu de cela, ils ont rencontré leur fin sous des essaims de bombes et de torpilles lancées par des porte-avions, armes nées d'une nouvelle ère. Des décennies plus tard, les navires de classe Iowa trouveraient de brèves secondes vie, lançant des missiles dans des conflits lointains. Mais à chaque fois, leur objectif s'éloignait davantage des duels rugissants pour lesquels ils avaient été construits. Aujourd'hui, ils reposent comme des géants de musée. Des rappels silencieux et imposants d'un moment où l'acier, la vapeur et le calcul analogique régnaient sur les mers. Pendant 90 minutes, près du lagon de Truk, le cuirassé s'est tenu au sommet du trône de la guerre navale, une dernière fois. Et le record qu'ils ont établi ce jour-là ne sera peut-être jamais battu parce que aucune marine ne construira plus jamais d'armes comme celle-ci.